C'est à la fin du 19e siècle, dans la presse quotidienne américaine et européenne, que sont publiées les premières bandes dessinées. Aux États-Unis, on les appelle des strips, c'est-à-dire des bandes qui contiennent 5 à 6 images le plus souvent. Parmi les strips les plus anciens, voici Yellow Kid, qui paraît en 1895, et Popeye, publié à partir de 1929. La plupart de ces histoires sont drôles, donc on les appelle funny strip, ou comic strip, ou simplement comics. Mais en fait, sous cette même dénomination, on trouve aussi d'autres genres narratifs, comme les récits d'anticipation de Flash Gordon, qui apparaissent en 1934. Pourquoi désigner les BD japonaises par le terme manga ? Ces idéogrammes sont connus en France pour désigner les 15 volumes d'esquisses rapides du peintre Katsushika Hokusai, célèbre pour la Grande Vague. Mais c'est Rakuten Kitazawa qui, au début du XXe siècle, l'a utilisé pour désigner les strips paraissant dans la presse écrite. Ces mêmes idéogrammes sont utilisés en Chine et en Corée pour désigner la bande dessinée. Dans ces différents pays, et quelle que soit leur prononciation, ils désignent d'abord la bande dessinée pour la jeunesse. Mais, au fil du temps, elle s'adresse à un public bien plus large. Les éditeurs de journaux constatent que les comics plaisent beaucoup au public. Ils décident donc de prolonger leur vie et de les relier dans des petits livrets. C'est la naissance des comic books qui comptent quelques dizaines de pages. D'autres éditeurs, indépendants des groupes de presse, se mettent aussi à produire leurs propres comic books. C'est le cas de Malcolm Wheeler Nicholson, un dessinateur, éditeur et ex-militaire qui crée en 1934 une maison d'édition, la National Allied Publication, laquelle changera de nom en 1937 pour devenir l'une des plus célèbres au monde, Detective Comics ou DC Comics. Et oui, l'éditeur de Superman. Superman sera d'ailleurs le premier gros succès natif des comics qui ne soit pas passé par la presse. Pour la petite histoire, Siegel et Shuster, les créateurs de Superman, vendent leurs super-héros à DC Comics, qui l'édite pour la première fois en 1938. Mais ils ne seront payés en tout et pour tout que 130 $. À côté de DC Comics, l'autre grand éditeur américain est Marvel Comics, ou Marvel, fondé en 1938 par Martin Goodman, qui publie son Captain America en 1940. Dans ce sillage, beaucoup d'autres super-héros suivront, même s'il ne faut pas réduire l'histoire des comics à celle des super-héros. Le manga hérite à la fois de la presse occidentale et des traditions graphiques orientales. Les illustrateurs de magazines destinés aux expatriés vivant au Japon ont introduit la caricature politique ou fushi manga et la bande dessinée. De 1923 à 1925, une série de BD en 4 cases, Yonkoma, est publiée avec succès dans l'hebdomadaire Asahi Graph. Elle s'appelle Shohan no Boken. Elle sera ensuite publiée dans le quotidien national Asahi Shimbun. Cette BD met en scène un reporter accompagné par un écureuil. Et non, il ne s'agit pas de Tintin. Cette hybridation entre l'Orient et l'Occident se poursuit après la guerre avec Osamu Tezuka qui lance le story manga. Le récit est un peu plus long que la moyenne de l'époque, et sa mise en page frappe par son aspect cinématographique. En fait, Tezuka voulait travailler dans l'animation, car il était passionné par le dessin animé américain. Plusieurs mangakas s'installent avec Tezuka à Tokyo, dans sa maison, qui est aujourd'hui devenue un musée. Le succès de Tezuka inspire une nouvelle génération de dessinateurs, comme le duo Fujiko Fujio ou Shotaro Ichinomori. Aux États-Unis, les comics quittent la vente en kiosque dans les années 90. À partir de là, on les trouve plutôt dans des lieux de vente spécialisés, les comic shops. Mais du coup, les comics ne touchent plus que les passionnés et ils connaissent une baisse d'audience. Aujourd'hui, certains romans graphiques se vendent plus que les comics considérés grand public. Dans le même temps, l'industrie des comics a appris à vivre avec les revenus du cinéma et de l'audiovisuel. On pense bien sûr aux licences Marvel ou DC, mais c'est aussi le cas pour des comics qui sortent des sentiers battus. On peut citer Walking Dead, création indépendante qui a été un vrai phénomène de librairie ces dernières années. Walking Dead a eu un succès exponentiel qui lui a ouvert les portes de la télévision ou des jeux vidéo, ce qui change considérablement les sources de revenus pour les auteurs. À une époque, quand on créait Superman, on n'empochait que 130 $. Aujourd'hui, les auteurs gardent plus souvent la maîtrise de leur œuvre et des bénéfices. Suite au succès de Tezuka, d'autres auteurs cherchent à se distinguer en proposant un style plus adulte, le Gekiga. Le terme signifie littéralement image dramatique. Inventé en 1957 par Yoshihiro Tatsumi, il est adopté par d'autres artistes comme Takao Saito ou Kazuo Koike. Les traits des personnages sont moins doux et les thèmes plus violents que les autres mangas de l'époque. En parallèle, la dessinatrice Machiko Hasegawa continue la tradition de la BD de presse avec le format Yonkoma, c'est-à-dire le strip en 4 cases. Entre 46 et 74, Sazae-san dépeint le quotidien d'une jeune femme et raconte l'évolution de la société d'une façon humoristique.
Dans les années 80, Katsuhiro Otomo donne un souffle nouveau en s'inspirant des BD occidentales. À la même époque, d'autres artistes innovent en utilisant l'ordinateur pour la colorisation. Aujourd'hui, le problème est que les Japonais sont confrontés à l'hyperchoix. Ils ont la possibilité d'accéder à un volume gigantesque de contenu sur une très grande diversité de supports. Du coup, ils peuvent connaître certains héros de manga par le biais des adaptations ou des personnages qui envahissent le quotidien, mais sans jamais avoir lu l'œuvre originale. Aujourd'hui, les genres littéraires abordés dans les comics se sont beaucoup diversifiés. Chez bon nombre d'éditeurs indépendants, on parle de polar, de science-fiction ou de fantastique, plus que de super-héros. Autre tendance, pour s'ouvrir de nouveaux marchés, la BD américaine s'est tournée vers le numérique. Ce modèle de distribution fonctionne mieux qu'en Europe, mais ce n'est pas forcément le relais de croissance espéré. Il y a quand même une niche où le numérique trouve un certain succès, c'est celui des webtoons, c'est-à-dire des BD créés spécialement pour le numérique. Enfin, dernière tendance liée à l'évolution de nos sociétés, une meilleure prise en compte du public féminin et des autrices de BD. Disons-le, pendant de nombreuses années, et même s'il y avait quelques personnages comme Wonder Woman, les comics étaient plutôt faits par des hommes pour des hommes. La parité n'est pas encore atteinte, mais on revient de loin en la matière, et il y a beaucoup de retard à rattraper. Depuis les années 2000, le manga est en crise au Japon. Déclin de la natalité, perte d'hégémonie par rapport à d'autres médias comme le jeu vidéo, problème de renouvellement des auteurs, il y a plein de facteurs qui expliquent cette crise. Certains héros ont disparu, ce qui a eu des effets dévastateurs sur les titres qui les hébergeaient. Dragon Ball, par exemple, était publié dans le Weekly Shonen Jump. En 1995, dernière année de publication de ce manga, l'hebdomadaire tirait à près de 6,5 millions d'exemplaires. En 2016, le tirage était tombé à 2,2 millions d'exemplaires seulement par semaine. Pour tenter de survivre, les éditeurs adaptent en manga les romans à la mode ou les jeux vidéo populaires. L'exemple le plus connu des Européens est sans doute la saga Pokémon. Bien sûr, ils tentent de prolonger coûte que coûte les séries à succès, qui atteignent parfois plus de 100 volumes. Mais le problème principal des éditeurs, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter de nouveaux talents. Ils font parfois appel à des amateurs et ouvrent des concours de création de manga au niveau international. Ça vous tente ? Peut-être serez-vous le prochain créateur de manga à succès ?